Comment les caprices d'un seul homme peuvent-ils ruiner toute une nation? C'est l'histoire tragique d'un sultan marocain dont la passion, presque l'obsession pour les jouets européens, a fait basculer son royaume dans le chaos. Et ça a ouvert la porte toute grande à la domination étrangère. On va voir comment le Moyen-Âge et la modernité sont entrés en collision de la manière la plus brutale qui soit. Alors, pour nous guider dans cette histoire, on a une source vraiment exceptionnelle. C'est le témoignage d'un journaliste britannique, Walter B. Harris. Et ce qui rend sa perspective unique, c'est qu'il n'était pas juste un étranger de passage. Non, il a vécu au Maroc pendant des dizaines d'années. Il connaissait personnellement tous les grands acteurs de l'époque, y compris le sultan lui-même. Cette citation de Harris, elle nous plonge direct à la fin du 19e siècle. Il faut bien imaginer que le Maroc, à ce moment-là, c'était un monde à part. Un empire un peu mythique qui fonctionnait avec ses propres règles, des règles très anciennes, et que les puissances européennes ignoraient en grande partie. C'était vraiment un royaume comme figé dans le temps. Alors justement, à quoi ressemblait ce royaume si isolé? Avant que la crise n'éclate, le Maroc vivait sous un ordre qui était, disons, à la fois très brutal, mais aussi remarquablement stable. Un ordre maintenu par une véritable poigne de fer, et à la tête de tout ça, il y avait un homme, le sultan Moulay Hassan. Lui, c'était vraiment l'incarnation de ce vieux Maroc. Un homme d'une énergie folle, qui passait son temps à parcourir le pays pour maintenir l'ordre parmi des tribus toujours prêtes à se rebeller. Et il le faisait par la force, par une brutalité bien calculée. Pour vraiment comprendre cette brutalité, il faut connaître un mot, arka. Une rarka, ce n'était pas juste une campagne militaire. On appelait ça l'incendie. C'était une expédition punitive qui ravageait tout sur son passage, que les tribus soient loyales ou non. Le simple passage de la cour du sultan était redouté comme une sorte de catastrophe naturelle. Et c'est à ce moment précis que tout va basculer. La mort soudaine de ce souverain absolu va déclencher une série d'événements en chaîne qui vont complètement sceller le destin du Maroc. La situation est critique, il faut bien le comprendre. Le sultan, le monarque absolu, meurt loin de sa capitale, au milieu de nulle part. Si la nouvelle s'ébruite, c'est le chaos immédiat. L'autorité s'effondre, les tribus se soulèvent et même l'armée se serait dissoute pour piller le camp. La fin du royaume, tout simplement. Alors, comment éviter cet effondrement? Le chambellan du sultan, un certain Bouhamed, a une idée. Une idée à la fois macabre et, il faut le dire, absolument géniale. Pendant près d'une semaine, il va faire comme si le sultan était toujours vivant. Le corps est transporté dans son palanquin impérial. Chaque jour, on fait mine de lui apporter à manger. On prend ses ordres. Bouhamed gouverne au nom d'un cadavre pour sauver le royaume. Le tout pendant que le cortège avance sous une chaleur écrasante. C'est une supercherie d'État complètement fascinante. Et ce détail, il est juste incroyable, il illustre parfaitement la puissance des traditions. Même pour le souverain, on ne fait aucune exception. La tradition interdit de faire passer un mort par les portes de la ville. Alors qu'est-ce qu'on fait? On perce un trou dans les murailles de Rabat pour faire entrer le corps en décomposition du sultan dans son propre palais. La mort du sultan a donc créé un énorme vide de pouvoir. Son successeur, Moulay Abdelaziz, n'est qu'un adolescent. C'est le début d'une lutte impitoyable dans les coulisses du pouvoir pour prendre le contrôle du jeune roi et, à travers lui, du Maroc tout entier. En gros, deux factions s'affrontent. D'un côté, on a Bouhamed le chambellan, un homme parti de rien, fils d'esclave, mais incroyablement malin et soutenu par la mère du nouveau sultan. De l'autre, les frères Jamaï. Eux, c'est la vieille aristocratie de Fès. Ils tiennent les postes les plus importants. C'est vraiment l'establishment contre l'outsider. Bouhamed, lui, il a tout compris. Il sait qu'il doit frapper, et frapper vite et fort. Il ne peut pas laisser ses rivaux arriver à Fès, leur bastion. Le moment décisif a lieu juste avant. Le grand vizir est convoqué devant le jeune sultan. Et la scène devait être terrible. Devant le jeune sultan qui reste silencieux, Bouhamed se déchaîne et accuse publiquement le grand vizir, l'homme le plus puissant du royaume, de tous les maux possibles et imaginables. Une humiliation publique et totale. Et le point crucial, le moment où tout bascule, c'est ça. Le jeune sultan, sûrement terrorisé, incline simplement la tête. Un seul geste. C'est le signal. Le grand vizir et son frère sont immédiatement arrêtés, leurs vêtements déchirés, ils sont traînés dehors. Le coup d'État est terminé. Rapide, brutal, décisif. Les frères Jamais, eux, mourront en prison. Et cette citation, prononcée par celui qui a survécu 14 ans dans un cachot immonde, elle fait vraiment froid dans le dos. Elle montre la cruauté de la politique de l'époque et ce désir de justice même au-delà de la mort. Et voilà, le résultat de tout ça, c'est que pendant les 6 années qui suivent, Bouhamed est le maître absolu du Maroc. Le jeune sultan, Moulay Abdelaziz, grandit comme un prisonnier dans son propre palais, complètement coupé du monde, une marionnette entre les mains de son régent. Mais en 1900, nouveau retournement de situation. Le régent Bouhamed meurt. Le sultan a maintenant 20 ans et il goûte enfin à la liberté. Sauf que cette liberté attendue depuis si longtemps va avoir des conséquences absolument désastreuses.
Les autres vizirs, qui ont bien vu ce qui est arrivé aux frères Jamaï, ont une peur bleue que le sultan prenne vraiment le pouvoir. Alors leur plan est d'un cynisme incroyable. Au lieu de l'enfermer, ils vont le distraire. Ils vont l'inonder de jouets et de gadgets européens pour exploiter sa curiosité et le tenir loin des affaires sérieuses. Et là, c'est le début de la grande débâcle. Le sultan se lance dans une frénésie de dépenses complètement folle. Il commande des automobiles pour un pays qui n'a pas de route, un ascenseur pour un palais qui n'a qu'un seul étage, des appareils photo en or massif. C'est comme un enfant qui découvre un magasin de jouets géant et qui vide les caisses de l'État pour ses caprices. Mais cette anecdote, elle résume tout. Ce magnifique carrosse d'État importé à prix d'or ne peut rouler nulle part. Qu'à cela ne tienne, le sultan ordonne à ses soldats et à ses esclaves de s'y atteler et de le tirer à travers un marécage, juste pour s'amuser. Cette scène symbolise parfaitement la déconnexion totale entre les fantasmes du sultan et la réalité de son pays. Et Harris, le témoin oculaire, résume ça brillamment. Ce n'était pas juste un divertissement inoffensif, c'était une faillite, à la fois financière et morale, qui allait ouvrir la porte en grand aux puissances étrangères et, au final, coûter sa souveraineté au Maroc. Bien sûr, les conséquences de cette gabegie ne se font pas attendre. Le trésor est vide, les impôts explosent, les tribus se rebellent partout, et même l'armée, le pilier du régime, sombre dans le chaos le plus total. Cette histoire est à la fois comique et tragique. Elle illustre parfaitement la décomposition du pays. Le sultan ordonne à un régiment d'attaquer des rebelles. Mais au lieu de se battre, les soldats s'arrêtent pour piller du grain. On envoie un second régiment en renfort, qui se bat contre le premier pour le butin. Et tout ça sous les yeux du sultan, impuissant. Ses propres troupes s'entretuent pour du grain. C'est l'anarchie. Et on en arrive donc à la question finale. Qui est vraiment le responsable dans tout ça? Est-ce que c'est le sultan, ce jeune homme faible, mal préparé qui n'a pas su résister à la tentation? Ou bien est-ce que ce sont ces vizirs, les marchands européens qui l'ont cyniquement manipulé pour mieux piller le pays? C'est toute la tragédie de Moulay Abdelaziz, un roi dont les folies personnelles ont finalement conduit son royaume à la ruine.